En Afrique, quand on parle de bassin du Congo, il y a une expression qui est usuelle, c'est scandale géologique. Oui, le bassin du Congo est littéralement un scandale géologique au regard de sa richesse, au regard de la richesse de son sous-sol. Il y a une question sur toutes les lèvres, comment faire en sorte que tous ces minéraux puissent participer à l'industrialisation de l'Afrique? Eh bien, un financier pense avoir trouvé la réponse. Son nom, Cédric Achille Mbeng Mesui. Il est fonctionnaire international. Il a écrit un livre où il a consigné toute sa solution. Le livre, c'est Géoéconomie des minéraux stratégiques dans le bassin du Congo. Dans ce numéro d'intelligence économique, nous le recevons sur le plateau. Bonsoir. Géoéconomie des minéraux stratégiques dans le bassin du Congo, c'est le 6e livre de mon invité, M. Cédric Achille Mbeng Mesui. M. Cédric Mbeng, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Vous êtes fonctionnaire international, vous travaillez pour le développement des marchés financiers et le financement des infrastructures. Et dans ce numéro, justement, nous parlerons de votre 6e livre et le sujet, il est fort d'actualité, géoéconomie des minéraux stratégiques dans le bassin du Congo. Lorsque vous parlez de bassin du Congo, à quel pays faites-vous allusion? Alors, le bassin du Congo, c'est exactement 6 pays. Il s'agit de la République démocratique du Congo, la République du Congo, de la République centrafricaine, du Cameroun, de la Guinée équatoriale et du Gabon. Il s'agit de 180 millions d'hectares de forêt. C'est le 2e puits carbone au monde après l'Amazonie. Mais dans le cadre de ce livre, pour coller à la réalité du terrain, j'ai étudié 7 pays avec le Tchad parce que le Tchad fait partie de la CEMAC, donc CEMAC plus 1, RDC, ça fait 7 pays. Ces 7 pays font à peu près 150 millions d'habitants sur environ 5 millions de kilomètres carrés, donc bien plus grand que l'Union européenne qui compte 400 millions d'habitants. C'est bien plus grand que l'Inde qui fait 3 millions de kilomètres carrés et qui fait 1,4 milliard d'habitants, qui est le pays le plus peuplé au monde. Cela pour dire que la densité humaine est faible au niveau du bassin du Congo et que même les projections en 2050 qui l'amènent à 300 millions feront toujours de cette région une zone assez moins peuplée par rapport aux autres. Nigeria à côté sera 400 millions d'habitants, la CEDEAO sera 1 milliard d'habitants. En même temps, c'est une zone qui représente des gisements importants dans différents minéraux, nous aurons l'occasion d'en parler, mais pour la nouvelle économie, dans le cadre de la décarbonation des économies, de la transition numérique, cette région sera pour le monde ce qu'a été le Golfe avec les Émirats en termes de capacité de fourniture d'énergie. Les autres pays, c'était les énergies fossiles, donc le gaz et le pétrole aujourd'hui. La région sera porteuse de matières premières, mais dans ce cadre, ce sont des minéraux qui vont soutenir l'économie numérique et la décarbonation des économies. D'accord. Et dans votre livre, vous identifiez 10 minéraux stratégiques. On sait que le bassin du Congo regorge d'énormes minéraux, mais vous en avez recensé 10. Présentez-nous quelques minéraux que vous avez recensés. Voilà, le fil d'Ariane de mon approche, c'est vraiment la géoéconomie, c'est-à-dire regarder les aspects commerciaux et économiques dans les relations internationales. L'interdépendance économique devrait être profitable de toutes les parties. Et donc, ici, il s'agit pour les États de cette sous-région de mobiliser la technologie de pointe grâce aux minéraux. Et en regardant les différents minéraux dans tous ces pays, j'en ai identifié quelques-uns. Il y a plus de 10, mais ce sont les 10 qui sont susceptibles de favoriser une acquisition plus rapide de la technologie, notamment le cobalt, notamment le cuivre, notamment le fer, le manganèse, l'or, le fer, le niobium et bien d'autres.
que je vous invite à regarder. Et dans le livre, je donne des applications technologiques, industrielles de ces différents minéraux pour montrer la capacité de cette sous-région. D'accord. Alors, donc, vous avez choisi 10 minéraux stratégiques. Et par quelle méthode vous désignez ces minéraux comme critiques? Oui, alors, il y a différentes manières d'arriver à décider de la criticité des minéraux. Mais beaucoup de ces minéraux vont avoir une portée critique ou stratégique selon les régions. Les minéraux stratégiques sont des minéraux indispensables à différents aspects, à différents secteurs économiques en termes d'industrialisation pour les pays avancés. Pour nos États, il s'agit essentiellement de l'aspect exportation, revenus, réserve de change. La criticité au niveau des États avancés, il s'agit essentiellement de regarder les risques sur la chaîne de valeur, la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que ce sont des minéraux qui sont susceptibles de connaître une rupture d'approvisionnement et quels sont les impacts qu'ils peuvent avoir sur le secteur industriel, la chaîne de valeur industrielle dans les pays développés. Pour les États exportateurs de matières premières, il s'agit essentiellement de la position d'exportateur dominant. On va prendre le cobalt pour la RDC qui représente à peu près 70% des réserves mondiales, donc c'est à la fois un minerai critique pour la RDC et pour des régions, des pays comme la Chine qui fabriquent des aimants permanents et qui fabriquent des batteries électriques. Donc la méthode que j'ai utilisée, c'est que j'ai regardé les différents pays les plus avancés dans le cadre actuel des mutations géoéconomiques et même géopolitiques qui se déroulent dans le monde. Aux États-Unis, on parle de l'IRA, Inflation Reduction Act, qui est cette nouvelle politique industrielle mise en place aux États-Unis pour favoriser les chaînes de valeur industrielles, pour que aux États-Unis on fabrique davantage, qu'on rattrape le gap avec la Chine et sécuriser les matières premières dans différentes régions du monde. En Europe, on parle du Critical Raw Material Act et un Mineral Act, et ce qui est aussi une réglementation qui permet de soutenir le projet industriel commun des États européens. Et pour cela, certains clubs d'amis sont créés pour favoriser cette diplomatie sur les minéraux pour, bien sûr, s'assurer de l'approvisionnement en minerais stratégiques. On parle donc de friendshoring, donc des alliances d'États amis, et on parle de nearshoring, donc proximité qui peut être géographique. Donc que ce soit nearshoring ou friendshoring, il s'agit de proximité, ça peut être au niveau de relations diplomatiques comme au niveau géographique. On voit la Chine aussi qui joue un rôle important. Ils sont aujourd'hui à la tête de la plupart des avancées technologiques aujourd'hui, que ce soit l'informatique quantique, que ce soit l'intelligence artificielle régénérative, les Chinois sont devant. Et dans la transformation des minéraux, les Chinois jouent également un rôle très important. Donc j'ai analysé l'Europe, les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Australie et tous les BRICS, et j'ai regardé leur liste de minéraux stratégiques qui très souvent changent tous les 3 ou 5 ans. Et j'ai analysé sur une longue période. Et j'ai identifié les minéraux qui étaient présents dans la sous-région du bassin du Congo et qui revenaient très souvent. Et ces minéraux constituent cette liste des 10 minéraux stratégiques. Pourquoi? Parce qu'on a dans cette sous-région la capacité de se mettre à 7, mettre une réglementation commune, une stratégie industrielle commune pour dire, voilà, si vous voulez exploiter ces minéraux, voici ce qu'il faut faire dans cette sous-région. Il faut amener une partie de la chaîne de valeur industrielle dans la sous-région pour que nous puissions avoir des usines, pour que nous puissions employer nos jeunes, particulièrement dans les formations STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, dans des cadres de technopoles à créer pour nos chercheurs, pour avoir cette chaîne de valeur, cet écosystème qui permet à la sous-région de faire un bond en avant. On parle de leapfrog, un leapfrog technologique et industriel qui nous permet de créer des centaines de milliers d'emplois pour nos jeunes. Et là, à vous écouter, hein, on voit que pour vous, il faut réfléchir région. Et donc, vous êtes contre que chaque pays aille seul négocier face aux bailleurs, mais il faut aller ensemble, les 7 pays du bassin du Congo. Oui, parce que en fait, la situation actuelle est la suivante. Les multinationales mettent nos États en compétition pour les mêmes minéraux. Et à la fin, nos États n'ont pas assez de muscles pour négocier et acceptent certaines conditions qui peuvent ne pas être très favorables pour laisser ces multinationales exploiter les minéraux. Si nous mettons à 7, nous allons mobiliser des investissements plus importants. On parle de centaines de milliards de dollars.
Et nous sommes capables d'avoir une approche commune qui permet d'avoir des consortiums de multinationales qui viennent s'intégrer dans des projets plus importants. Il s'agit à la fois de projets miniers, mais aussi de projets industriels. Il s'agit en même temps d'avoir un développement infrastructurel, notamment les chemins de fer, des ports minéraliers, des autoroutes, des écoles, des universités. C'est tout cet ensemble-là que nous voulons mettre en place. À la page 63 de votre livre, vous avez fait toute une démonstration sur la promotion de la production d'acier. Pour vous, la production d'acier va changer la donne dans le bassin du Congo. Dites-nous un peu plus. Alors, l'acier est essentiel pour les industries. Si je reprends le président Trump dans son premier mandat, il disait si vous n'avez pas d'acier, vous n'avez pas d'économie. Et il a tout dit en fait. Si vous regardez la production mondiale d'acier sur 50 ans, vous verrez où était la Chine. Et vous verrez que la part de la Chine augmente et c'est une corrélation exacte avec son industrialisation. Parce que en fait, l'acier, vous en avez besoin dans tous les secteurs. Vous avez besoin d'acier dans l'industrie aéronautique, dans l'industrie automobile, dans l'industrie défense. Vous voyez qu'il y a un réarmement mondial, cela a besoin d'acier. Vous avez besoin d'acier même dans l'industrie pharmaceutique, dans l'agroalimentaire, tous les aspects de l'économie. Lorsque vous avez une région où vous avez tous les minerais essentiels pour faire de l'acier, pourquoi continuer à exporter des minerais bruts alors que l'acier est accessible et les technologies sont connues? Donc, je vous prends un cas très concret, Eramet, le groupe français, grand exportateur mondial de manganèse, avec sa filiale au Gabon, qui est le premier producteur mondial de manganèse, Comilog, a annoncé qu'il fallait ralentir au niveau de son activité au Gabon, parce que le marché chinois connaît un ralentissement au niveau du marché immobilier. Comment on va expliquer à un jeune ouvrier qualifié qui vit à les Kolos ou à l'Eima au Gabon dans son quartier, qui doit revoir ses perspectives d'activité? Il ne peut pas le comprendre. Donc nous devons changer ce modèle de croissance qui existe depuis 1960 où nous sommes toujours en train d'exporter des minerais bruts. Nous devons arriver à capter de la valeur ajoutée sur place pour employer nos jeunes. Nous avons une population jeune qui est en train d'augmenter et nous ne pouvons pas leur donner comme seul agenda d'être des ninjas. Ninja signifie no income, no job, no asset. Donc pas de revenus, pas d'emploi, pas d'actifs. Si nous avons ce type de jeunes, on va avoir des révolutions dans nos États. Donc la solution, c'est d'aller vers des activités industrielles qui permettent effectivement de créer de la valeur, d'avoir des produits qui vont servir l'industrie dans nos différents États. Nous sommes à 150 millions d'habitants, nous passons à 300. Nous avons l'autre côté, c'est-à-dire la CEDEAO. Toute cette mutation de population va entraîner aussi un besoin de mobilité. Et pour cette mobilité, vous avez besoin de faire des chemins de fer, vous aurez besoin d'acier, vous avez besoin de construire des nouvelles maisons, de nouvelles usines, vous aurez besoin d'acier. Donc que ce soit en Afrique ou que ce soit à l'extérieur d'Afrique, on aura besoin d'acier. Et l'Afrique centrale a tous les minéraux essentiels pour produire de l'acier. Ce qui m'intéresse positivement dans ce livre, c'est que vous avez fait des propositions pour gérer les minéraux stratégiques justement, et donc afin de parvenir à l'industrialisation régionale. Vous proposez la BIDT duale. De quoi s'agit-il? Base industrielle et technologique de défense. Duale parce qu'elle va être à la fois défense et civile. En fait, si vous regardez de tout temps, les nations mettent les plus brillants esprits au service de la sécurité de leur pays. Si vous prenez Léonard de Vinci, vous prenez Tesla, vous prenez Einstein, toutes ces personnes ont eu à contribuer sur les technologies liées au système de sécurité de leur pays, leur permettant d'avoir une position de puissance. Donc la BITD, partout, est l'expression de l'excellence scientifique. Et vous verrez que l'organisation des écoles d'ingénieurs, l'organisation de certaines grandes universités contribue à soutenir cette colonne vertébrale qui est la base industrielle de technologie de défense. Et beaucoup de grands groupes que vous voyez sont en fait, d'abord au départ, sont des groupes qui sont liés au système de défense des pays. Je vous prends Boeing qui a un système dual. Vous avez Airbus, vous avez Thales, vous avez tous les chaebols coréens, notamment Samsung et les autres, vous avez les Gongxi chinois. Toutes ces entreprises
pour la plupart au départ, sont des entreprises qui sont dans le secteur de la défense et d'autres dans le secteur civil, mais à la fin, ces grands groupes travaillent pour cela. Vous prenez la Silicon Valley aux États-Unis, c'est d'abord un projet du ministère de la Défense. Vous prenez Internet, c'est d'abord un projet du ministère de la Défense. Donc, oui, il faut des BITD, mais la BITD va être la colonne vertébrale de cette approche industrielle. Il y a l'aspect défense, parce qu'il faut arriver à réaliser ce que j'entends par les 3 S, la sécurité économique, la sécurité des territoires, la sécurité des personnes. Donc, il faut voir ce que les autres ont pu faire. J'ai analysé tous les BITD et j'ai remarqué qu'il fallait à peu près 30 ans pour passer de la conception aux premières applications en termes de production. Et si nous commençons à concevoir une BITD régionale aujourd'hui, nous pouvons espérer qu'à l'horizon 2050-2060, nous commencions à avoir des productions qui viennent, innovantes, qui viennent de nos régions. Et la BITD, il y a tout qui est organisé. Il y a l'aspect système éducatif, donc une chaîne de valeur de l'économie du savoir, il y a l'aspect industriel et il y a l'aspect politique qui est impliqué dans cela. D'accord. Je rappelle pour nos téléspectateurs que M. Cédric Achille Mbeng-Mesue est expert en finance. Et on voit que vous avez de grandes idées, mais il faut financer tout ça. Et pour financer tout ça, vous proposez une redéfinition, sinon une nouvelle architecture financière en Afrique. Oui, alors je parle spécifiquement de la région du bassin du Congo, et cela peut être vrai dans d'autres régions. La réalité est que le système financier actuel ne peut pas accompagner ce dont je suis en train de parler, parce qu'il s'agit complètement d'une révolution au niveau industriel, il s'agit de plusieurs centaines de milliards de dollars. Alors, je propose d'abord de créer un centre financier dans cette zone, un centre financier orienté vers les minerais stratégiques, avec des produits financiers adaptés, avec un fonds minier, avec des stratégies, une réserve stratégique d'or. Tous ces pays sont de grands producteurs d'or. Mais cet or est vendu au lieu de mettre une partie de côté pour avoir un stock stratégique au niveau de la Banque centrale et un autre stock qui sert d'un fonds qui permet de servir de nantissement à certaines levées de fonds. Alors, si vous avez assez d'or, vous pouvez lever des ressources à des taux inférieurs à ce que nous sommes en train de lever au niveau international. Donc, c'est tout un accompagnement, un écosystème qu'il faut avoir. Je propose un fonds souverain régional. Donc, il y a une approche dynamique qui permet effectivement d'avoir une mutation de notre système financier. Je vous prends un cas très concret. La Namibie, c'est 2 millions d'habitants. Les réserves, les ressources disponibles au niveau des fonds de pension, c'est 10 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près le PIB de la Guinée équatoriale. Mais c'est bien plus que tout ce que les 50 millions d'habitants de la zone du bassin du Congo peuvent avoir. Donc vous voyez bien que si nous faisons des bonnes réformes, nous pouvons arriver à mobiliser suffisamment de ressources pour accompagner cela. Je propose effectivement de fusionner les deux secteurs financiers, donc CEMAC et RDC, d'avoir une monnaie commune indexée sur un panier de devises avec les devises internationales comme le dollar, l'euro, le yuan, et aussi les devises africaines comme le naira du Nigeria et comme le rand sud-africain. D'accord, l'argent, d'accord, mais la gouvernance aussi. Quand on sait que l'Afrique a un passé un peu douloureux de mauvaise gouvernance en ce qui concerne les projets régionaux, pour vous, que faut-il faire pour que la gouvernance marche sur la gestion justement des matériaux critiques? Alors c'est une question très pertinente. La réalité, c'est que je n'ai pas de martingale de bonne gouvernance à proposer. Ce que l'histoire nous enseigne est que lorsque l'économie est organisée autour d'une rente, on extrait une matière, on l'amène jusqu'au port, on exporte, on prend les revenus de la vente, on les partage dans une économie de rente. Cela entraîne certaines inefficacités. On parle d'allocation inefficiente du capital avec son corollaire sur la gouvernance. C'est ce que nous voyons et c'est ce qui entraîne parfois ces dérives-là. Lorsque nous nous mettons dans une économie productive, ce dont je suis en train de parler, les facteurs de production sont orientés, sont tournés vers la création de valeur. Et lorsqu'il y a création de valeur, il y a tout un écosystème qui se met en place. Et je compte sur cela. On a, il y a quelques jours, les noms des prix Nobel d'économie 2024 ont été donnés, notamment à Semouglou, Johnson et Robinson. Leur recherche, effectivement, porte sur la qualité des institutions qui permettent d'accompagner le développement économique et d'avoir un impact. Et je pense que c'est en travaillant ensemble que nous allons converger, en corrigeant, que nous allons arriver à trouver des institutions adéquates pour être plus performants. Merci beaucoup. Notre émission tire à sa fin.
Alors, quelles sont les perspectives? Écoutez, je pense que déjà, j'espère être entendu sur les 10 minerais stratégiques. J'espère avoir une approche qui permet de sensibiliser les décideurs pour que nous orientons nos économies vers la création de valeur. Nous avons la pression de notre jeunesse. Nous voyons tous ces jeunes-là qui prennent les bateaux pour traverser la Méditerranée. Ça nous fend le cœur. Nous voyons il y a quelques années sur quelques chaînes en Libye où on a nos jeunes dans des cages qui sont en train d'être vendus. Ça nous rappelle un passé douloureux. Nous devons mettre toutes nos énergies pour trouver des solutions. Et donc, moi, en tant que contributeur et témoin, parce que je fais quand même près de 50 pays sur le continent, je vois pas mal de projets qui se font, je vois une avancée, je vois des bouleversements au niveau de certaines régions. Je pense que c'est une contribution qui peut permettre d'orienter les décideurs. Ok, Monsieur Cédric Achille Mbeng Mezui, merci. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que Monsieur Cédric Achille Mbeng Mezui est fonctionnaire international. Il est l'auteur du livre Géoéconomie des minéraux stratégiques dans le bassin du Congo. Cette émission d'intelligence économique, ça s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent.